L'actualité à la une ce soir, quel intérêt de tenir des élections dans un contexte d'insécurité et de terrorisme? Des constitutionnalistes mènent la réflexion à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. La crise sécuritaire sans précédent au Burkina Faso a fait naître un nouveau paradigme. Et pour ces spécialistes, il est important d'échanger sur la question des élections au fin de trouver des solutions pour les gouvernants. Les conclusions de leur réflexion à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, difficile d'être femme d'émigrer dans le Boulgou. À Garango, elles sont nombreuses à avoir des époux émigrés. À elles, la solitude, les infidélités et autres humiliations. En séjour à Garango, une de nos équipes a rencontré certaines d'entre ces femmes qui ont rêvé épouser un émigré. Comment vivent-elles leur situation? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, pour sa 16e édition, le festival Ciné Droit Libre s'interroge sur l'avenir des enfants. Ciné Droit Libre utilise le cinéma pour aller droit au but sur les questions liées aux droits humains et à la liberté d'expression. Cette édition qui s'est ouverte ce 4 décembre promet des films engagés et des débats pertinents sur les droits humains comme vous le verrez dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. La Société burkinabé de droit constitutionnel a invité étudiants et enseignants de droit constitutionnel ce 4 décembre à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou pour un mini-colloque sur les élections au Burkina Faso. En plus de la question des élections, au cours de ce mini-colloque, la société s'est également intéressée au financement des élections, à la corruption, mais aussi la répartition entre le juge constitutionnel et le juge administratif en matière électorale. Issa Kanana, explication. Les élections au Burkina Faso, c'est le sujet au centre de ce mini-colloque. À quoi servent les élections au Burkina Faso? Répondent-elles aux critères d'élections libres et démocratiques? Les juridictions chargées de veiller au respect des règles du jeu électoral jouent-elles pleinement leur rôle? Autant de questions soumises au débat entre les participants. Le Burkina Faso, qui a fait l'option de la démocratie, a régulièrement organisé les élections. Mais particulièrement cette année, la question de la crise sécuritaire fait qu'un nouveau paradigme est né. Comment organiser des élections dans une situation de crise que nous connaissons? C'est vraiment une aubaine que la Société burkinabé des droits, de droit constitutionnel offre ce cadre d'échange sur la question des élections. Initiée par la Société burkinabé de droit constitutionnel SBDC, c'est une journée de réflexion qui entend donc initier ces étudiants juristes à la recherche et susciter en eux l'esprit critique sur les questions politiques et électorales. Il ne s'agit pas d'un colloque comme les autres, comme nous avons l'habitude de le voir avec des érudits qui viennent développer des thématiques sur une question déterminée. Il s'agit ici de réunir des étudiants que la SBDC veut bien initier à la recherche et créer en eux un esprit d'émulation. Les conclusions ici de ce colloque seront publiées dans la revue de réflexion constitutionnelle de la SBDC et mises à la disposition du grand public. Et en politique, le Parti pour la démocratie et la jeunesse PDJ était face à la presse ce dimanche pour donner sa lecture de la situation nationale. Le directoire du parti s'est beaucoup appesanti sur la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Le président du parti, Alidou Ouedraogo, en a profité pour faire des propositions pour le gouvernement burkinabé. Olopoda. Le PDJ, le Parti pour la démocratie et la jeunesse, réaffirme son engagement et sa disponibilité à accompagner le président du Faso dans la quête de solutions adaptées aux préoccupations de l'heure. Face à la situation sécuritaire préoccupante, le PDJ propose une structure nationale multisectorielle de lutte sous forme de projet de développement avec 5 composantes, à savoir la composante militaire et sécurité, la composante communautaire, le secteur privé, la communication et l'implication de l'administration et des collectivités territoriales. Une approche inclusive qui s'inspire de celle de la lutte contre le sida. Dans le cadre de la lutte contre le sida et les IST, on n'a pas confié 100% de cette lutte au personnel de la santé. On s'est organisé et il y avait des composantes. Les professionnels de la santé avaient leurs attributions. La communauté, la composante communauté avait ses attributions. La communication, les journalistes et hommes de presse avaient leurs composantes. Le secteur privé
Et c'est ce qu'on appelle l'approche multisectorielle. Et pour recadrer la lutte contre le terrorisme, il faut dissocier les ressources consacrées à la lutte des budgets alloués au ministère de la Défense et celui de la Sécurité, recommande Alidou Ouedraogo et ses camarades. Les combattants seront rémunérés à la hauteur de leur engagement sur le terrain. Voilà pourquoi notre approche de dissocier et mettre en place une structure karma à part. Là, ceux qui vont au front, c'est des risques qu'ils prennent. C'est résolu automatiquement. Pour ce parti de la majorité présidentielle, le contexte actuel interpelle tous les Burkinabés à l'union sacrée autour du chef de l'État et des forces de défense et de sécurité pour venir à bout de cette guerre. Et puis le réseau des coutumiers et religieux pour l'élimination des mutilations génitales féminines a lancé de son côté ses activités ce 4 décembre à Komsilga. Le réseau se donne pour mission principale de travailler à la promotion de l'abandon de la pratique de l'excision. Mouni Soubega. Une pièce théâtrale pour démontrer les conséquences directes des mutilations génitales féminines. Nous sommes au lancement des activités de sensibilisation du Relecor MGF, le réseau des leaders religieux et coutumiers pour l'élimination des mutilations génitales féminines ce 4 décembre à Komsilga. Malgré les sensibilisations, cette pratique a toujours la peau dure au Burkina et les leaders coutumiers et religieux décident de s'engager davantage dans le combat jusqu'à son élimination. Dès que j'ai été intronisé, j'ai réuni tous les membres de la famille et même les chefs relevant de mon ressort pour les prévenir. Quiconque qui va s'hasarder à cette pratique-là, si moi-même j'entends, je suis le premier à les dénoncer. Et là, je n'ai pas entendu jusqu'à présent. L'engagement de ces leaders religieux et coutumiers est suivi de près par le département en charge de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. Le représentant du ministre salue cette initiative qui vient renforcer les actions que le département mène sur le terrain. Étant donné que ce sont les garants de la tradition, en tout cas nous nous réjouissons de leur contribution et combien très importante pour éliminer ce mal qui touche la grande partie de la population féminine. Nous leur donnons la formation pour qu'ils puissent à leur tour être très efficaces auprès de leur père. Le réseau des leaders coutumiers et religieux pour l'élimination des mutilations génitales féminines est né officiellement le 6 mai 2021. Le réseau compte désormais mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer dans les 13 régions du pays à travers ses structures relais pour apporter sa touche dans la lutte contre cette pratique au Burkina. Le thème du dialogue interreligieux abordé au cours d'un panel qui a réuni des élèves et étudiants musulmans, catholiques, évangéliques et bahaïs. C'était ce 4 décembre à Ouagadougou. Il a surtout été question de renouveau social dans la culture de la paix, la fraternité et le vivre ensemble. Des détails avec Nyarki Teda. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir entre les jeunes des différentes confessions religieuses dites révélées. Une occasion de fédérer les forces en présence pour mieux renforcer le vivre ensemble. Jeunes des religions bahaïs et chrétiennes à travers la jeunesse étudiante catholique, GEC, et jeunes musulmans avec l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina AMB se parlent. Nous allons davantage conjuguer nos efforts afin donc d'atteindre les objectifs visés par cette association qui est de promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Tout acte qui peut contribuer à renforcer bien sûr les capacités, à nous mettre ensemble et à parler d'une même voix, je pense que cela est à saluer et c'est à encourager. L'initiative est de l'association pour le renouveau social, la réseau, qui se veut un cadre de concertation des mouvements religieux de jeunes en vue de cultiver la fraternité, la convivialité et la paix pour un monde meilleur. Si cette situation est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans passés, il y a eu certainement des erreurs. Il nous faut préparer cette paix dès maintenant et il appartient à la jeunesse et pas à quelqu'un d'autre de faire cette préparation. Venu représenter le ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Henriette Zombara a fait le point sur le processus de réconciliation en cours au Burkina avant d'inviter les jeunes à rester dignes, justes et intègres. La cohésion sociale ou la réconciliation nationale commence d'abord par la pacification du langage.
c'est souvent plus dangereux, plus mortel que le fusil. Faisons en sorte que nous soyons des porteurs de bons messages et des messages qui apaisent, pas des messages qui détruisent. C'est un premier exercice de la réseau qui promet multiplier ce genre de panel pour préparer la paix. Et toujours avec Nyarkiteda, un centre ophtalmologique pour soulager les populations de Koubri et environnants. C'est l'œuvre de la communauté Ahmadiyya au Burkina Faso. C'est un hôpital de référence qui se peaufine à l'horizon avec une capacité d'intervention chirurgicale, mais aussi de formation de spécialistes. On retrouve donc à nouveau Nyarkiteda. Le professeur Jean Wenceslas Diallo face à la société burkinabé d'ophtalmologie et les partenaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya le temps d'un cours sur les maladies oculaires au Burkina Faso. Des pathologies qui constituent un véritable problème de santé publique. La cécité est le premier des handicaps de tous les handicaps au Burkina, 19%. Et 2% des Burkinabés sont des aveugles. Et si on prend tous les handicaps, moteurs, physiques, psychologiques, c'est le handicap visuel qui vient en tête avec 19%. Donc l'œil, les problèmes visuels posent un problème réel dans notre pays. Il faut travailler à inverser les tendances, souligne le professeur Diallo, qui pointe du doigt la mauvaise répartition du personnel, la faiblesse des infrastructures, l'absence de formation en sous-spécialisation, entre autres. Et cet hôpital de pointe en gestation à quelques encablures de Koubri se veut alors une réponse à ces maux. 2 salles d'intervention chirurgicale équipées de matériel récent, des salles d'hospitalisation, la formation du personnel sur place, bref, Mansour Eye Institute va soulager le Burkina. L'objectif principal de ce centre, c'est de former nos docteurs burkinabés. S'ils sont formés, ils seront aptes à soigner nos populations au niveau local ici. Au lieu que les gens se déplacent pour aller à l'extérieur pour avoir des soins, voilà, ces soins-là seront à disposition des populations au niveau local ici. C'est le tout premier hôpital entièrement dédié à l'œil au Burkina Faso. Et pour les spécialistes, son ouverture est une bouffée d'oxygène dans la lutte contre les pathologies oculaires. On va faire des soins, on va faire de la formation et on va faire de la recherche. Et ce centre entend, en termes de vision, dans leur vision, être un centre de référence, non pas pour le Burkina, même pas pour l'Afrique de l'Ouest, mais pour l'Afrique. Les installations se poursuivent et son ouverture est prévue courant janvier 2022. Le coût de la réalisation couplé aux équipements est estimé à environ 1 milliard de francs CFA. Et en santé, toujours, une chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation au profit des élèves. La chaîne travaille depuis environ une quinzaine d'années. Elle prend en charge des enfants des centres d'accueil, mais aussi des enfants des centres en détresse. L'activité elle-même consiste à diagnostiquer des maux qui pourraient perturber la vie et le cursus des élèves. Sébastien Zongo. Selon le rapport présenté à ses partenaires, l'an dernier, plus de 3000 enfants ont bénéficié de la visite médicale annuelle de la chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation. Et pour cette année scolaire, l'association vise plus en incluant l'objectif de 500 enfants des orphelinats de la ville de Ouagadougou. Vous avez une première équipe qui assure ce que nous appelons les constantes et l'interrogatoire, donc qui vont prendre le poids, la taille, la température et la tension des enfants et qui vont également regarder l'acuité visuelle parce que ne serait-ce que par là on peut découvrir des pathologies et ensuite ces enfants sont envoyés à une deuxième équipe constituée de médecins qui vont examiner les enfants. Action préventive qui permet de détecter à temps certaines incapacités chez l'enfant. Par exemple, un enfant qui a une baisse du rendement scolaire, parfois on ne se pose pas trop de questions, c'est bastonner l'enfant, c'est l'insulter, mais pourtant c'est parce que sans doute il ne voit pas. Donc comment voulez-vous qu'il ait de bonnes notes? Il n'entend pas bien. Comment voulez-vous qu'il ait de bonnes notes? Il est essoufflé, il s'endort parce qu'il est anémié, parce qu'il mange mal. Cela fait 14 années que la chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation mène cette activité de promotion de la santé sur la base d'une convention avec le ministère de la Santé. Qu'une association, en tout cas, s'engage dans ce domaine-là, nous saluons vraiment la pertinence parce que ça vient renforcer les actions du ministère de la Santé et combler, en tout cas, les déficits. L'association chaîne de solidarité pour la santé et l'éducation compte 160 médecins et ces visites médicales sont en cours ou prévues à Bobo-Dioulasso,
Koudougou, Léo et Ouagadougou. Et à Bobo-Dioulasso, après 4 jours de compétition entre une soixantaine de candidats dans 6 corps de métier, la seconde édition des Olympiades nationales des métiers au Burkina a livré son verdict ce 3 décembre. 19 prix ont été décernés à l'occasion. Karim Sissé pour les détails. Avec une note de 92,5 sur 100, Serge Roland Woba est le meilleur candidat dans la catégorie informatique option développement. Ainsi en a décidé le jury à l'issue de la 2e édition des Olympiades nationales de métiers au Burkina Faso. Pour ce faire, il reçoit une attestation, un chèque de 500 000 francs CFA et un trophée. C'est ma toute première compétition en tant que tel, mon tout premier prix. Et je compte vraiment aller de l'avant parce que ça c'est l'ouverture. La fermeture on ne verra pas parce que je vais avoir beaucoup de trophées par la grâce de Dieu. Pour cette 2e édition des Olympiades nationales de métiers, ce sont au total 7 prix de 500 000 francs chacun, 6 prix de 300 000 francs et 6 prix de 200 000 francs qui ont été décernés aux lauréats. 6 corps de métiers étaient à l'honneur. Il s'agit de la coiffure, l'électromécanique, la coupe-couture, l'électronique industrielle, l'informatique option développement et la mécanique de précision. Le prix de la meilleure structure de formation professionnelle revient au Centre de formation professionnelle et industrielle de Bobo-Dioulasso, CFPIB. La qualité des productions que nous avons regardées montre que nous avions raison de mettre en place cette compétition pour qu'au niveau des professionnels, il puisse y avoir cette émulation et cette stimulation pour qu'il y ait l'amélioration de la qualité de la production, mais aussi surtout faire comprendre à l'opinion que la formation professionnelle est un secteur clé pour promouvoir le développement économique. À noter que les Olympiades nationales de métiers visent à stimuler les capacités créatives, novatrices et imaginatives des hommes de métiers pour l'édification d'un Burkina prospère. Elles sont organisées par le secrétariat permanent de la Commission nationale de certification, une structure du ministère de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Et puis le petit séminaire de Nasso, à quelques encablures de Bobo-Dioulasso, à 75 ans, un séminaire créé par Monseigneur André Dupont pour la formation des serviteurs de l'Église catholique et bien d'autres. Pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, anciens pensionnaires, amis, parents et communautés chrétiennes se sont retrouvés à Nasso. Louanges, prières et adoration ont été les temps forts de ce jubilé d'Albâtre. Karim Sissé. On va essayer à nouveau de repartir vers la régie pour retrouver Karim Sissé qui nous relate la célébration du jubilé d'Albâtre du petit séminaire de Nasso, un séminaire créé par Monseigneur André Dupont pour la formation des serviteurs de l'Église catholique et bien d'autres, pour marquer donc d'une pierre blanche cet anniversaire. Anciens pensionnaires, amis, parents et communautés chrétiennes se sont retrouvés à Nasso et Karim Sissé était présent. On va suivre son reportage. Décidément, Karim Sissé et son reportage qui tarde à venir. On va poursuivre. Et à Garango, par exemple, beaucoup d'épouses d'émigrés vivent dans des conditions difficiles. Nous vous l'avons dit en titre. Et c'est dans le cadre de notre feuilleton Une semaine à Garango. Elles se sentent abandonnées seules au foyer. Et celles qui ont la chance de recevoir la visite de leur époux 1 ou 2 fois tous les 10 ans, le calvaire de ces femmes raconté ici par Amadine Lalsaga. Dans quelques jours, Salamata Yeye, née Bila, va célébrer ses 15 ans de mariage. Au quartier 4 de Garango, où nous l'avons rencontrée, c'est une femme pleine de vie, enthousiaste dans ses travaux ménagers qui nous reçoit. Dans cette cour familiale, loin des apparences normales d'une femme au foyer, Madame Yeye incarne le calvaire d'une femme d'un émigré. Son époux vit au Gabon. Pourtant, elle rêvait d'une vie de couple à 2, ensemble, où le quotidien est partagé. Arrivé chez mon mari, j'ai accouché un enfant et puis le mari est parti. C'est mon premier fils.
Lui, il a 14 ans. Il fait la 4e. Voilà. Le petit, maintenant, il a 3 ans. À cause de l'aventure. La gorge nouée, le regard vide, Salamata doit s'employer à l'éducation des enfants. Je suis ici. Bon, je fais des petits commerces. Moi, j'ai tout fait un peu. Je suis rentrée dans les trucs. Dans les ateliers, là, apprendre à faire la couture, apprendre à coiffer. Bon, je me suis débrouillée, j'ai payé une machine. Je me débrouille avec ça. Donc, de la manière... ça va un peu aussi. Donc, je me débrouille à mes enfants. Je paye leur scolarité. Bon, malgré tout, la famille ne comprenne pas. Ils disent que c'est leur fils qui te donne l'argent à tout faire. Voilà, ça devient la bagarre. On cherche même à te chercher. Si je pars, voilà, qui va s'occuper des études de l'enfant, leur propriété, la santé, tout. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà, si tu penses à ça, tu ne peux pas quitter tes enfants. Tout comme elle, Madame Yabré, non loin de là, vit les mêmes réalités. Mariée depuis 1996, son époux est installé en Côte d'Ivoire. Elle est mère de 4 enfants. Je peux dire que dans la nuit comme ça, ton enfant peut être malade. Tu cherches quelqu'un à ton côté. Tu es obligé, si ton mari est là, en même temps, il peut prendre l'enfant, l'envoyer à l'hôpital. Dans le cas contraire, il n'est pas à côté de toi, tu es obligé de te lever, aller taper porte de son frère ou bien de son fils, de son papa, pour qu'il puisse t'aider. On fait comment? On les attend seulement. On est là et puis on les attend, comme c'est le mariage. Salamata Nyeye, elle, espère une visite de son époux dans moins de 5 ans. Moi, mon souhait, c'est que je veux seulement. Si mon mari vient auprès de moi, ça m'arrange. Voilà, parce qu'il y a trop de choses à faire. Même élever les poulets, les moutons. Si tu as un peu seulement, ça va donner. Parce qu'il y a la place. Chez nous, ici, il y a la place. Voilà. Mais le fait même, eux viennent pour rester là même, ce sont des problèmes. Tu vas discuter avec la personne, il n'écoute pas, il va repartir. Tu vas rester souffrir avec les enfants. Voilà. Sinon, si vous êtes deux là, voilà, vous pouvez bien gérer les enfants là. Assurément, c'est le souhait de la plupart des femmes mariées ici à Garango et abandonnées seules au foyer pour des raisons d'aventure. À Garango, sur 10 jeunes, au moins plus de la moitié vit à l'étranger ou rêve d'aller à l'aventure. Mais l'aventure peut virer à la mésaventure pour certains. Guineo Bambara est de ceux-là. Il essaie de refaire sa vie dans son Garango natal après un séjour en Libye qui a mal tourné. Le récit avec Amadine Lalsaga. C'est un candidat à l'émigration qui tente de se reconstruire après un séjour libyen qui a mal tourné. Aujourd'hui employé dans cette boulangerie de fabrication de pain local, Guinabo Bambara tire le principal de son revenu de cette activité. Solde journalière, 750 francs CFA. Mais ce n'est pas l'avenir dont il avait rêvé. Dans une autre vie, il a emprunté le chemin de l'exil à la recherche de l'Eldorado. Comme ici on souffre là, il y a notre frère qui vient et gagne, bon, on est ici on souffre. C'est que aussi, si tu regardes ça aussi, il faut te débrouiller. Je suis arrivé là-bas avec monnaie 5 000, 6 500. Si tu bouges tous les sites et puis tu gagnes 1000 francs par jour. Mais chez toi maintenant, tu ne gagnes pas 1000 francs par jour, tu sais que ce n'est pas facile aussi. Pourtant, pris au piège dans le bourbier libyen, avec la guerre civile déclenchée suite à la chute du régime Kadhafi, Guinabo est obligé d'abandonner son projet pour sauver sa vie. Sans papier, sans instruction, ballotté entre les mains de plusieurs passeurs, son voyage retour a été des plus chaotiques. Là-bas, on a gagné, mais c'est pas trop ça. Bon, 100 000 comme ça, mais arrivé maintenant, 100 000 là, on a perdu tout sur la route. Là, voilà, comme ça là aussi, c'est pour m'essayer là-bas. Il peut t'enfermer s'il n'y a pas quelqu'un pour t'aider là. Donc, tu peux rendre malade et puis on te laisse, tu viens souffrir ici et puis tu vas mourir. Comme ici c'est chez moi, j'ai mieux de rester ici, va aussi ça va se terminer comment. Les candidats à l'émigration n'ont pas toujours eu la chance de revenir au Bercail. Animateur dans une radio de la place, Ousmane Bandago est un ancien candidat à l'émigration. Avec un peu de recul, il s'investit aujourd'hui dans la sensibilisation de ses jeunes frères.
Si vous les demandez, vous verrez que dans les 10 là, il y a 8 même qui veulent partir. Ça c'est un. Et dans les 8 là, ils arrivent souvent à partir, mais quand ils arrivent, vraiment, on perd les chiffres. Parce que quand vous prenez au moins 20 ans, où les gens ne font que partir, mais le nombre qui revient maintenant est très très faible. Et maintenant, celui qui revient avec un petit fonds, il se paye une moto, il se construit une maison, il se fait un mariage, ça excite encore cette jeunesse qui est ici en se disant, mais pour que je puisse aussi vraiment faire comme lui, il faut que je puisse partir de là. Donc c'est ça, c'est devenu excitant pour les jeunes. Maintenant, ils ne se rendent pas compte de combien de personnes sont là-bas et qui n'arrivent même pas à trouver les moyens pour revenir à la maison. Candidats à l'émigration, ils ne manqueront pas par ici. Même si Guinabo Bambara a fait le choix de ne plus tenter le chemin de l'exil. Sans doute sensible au message de sensibilisation véhiculé par Ousmane Bandago sur les ondes de la radio municipale de Karango. Mieux, son expérience personnelle lui a enlevé à jamais toute envie de repartir. Amadine Lalsaga nous a rejoint sur ce plateau. Amadine, bonsoir. Bonsoir, Fousseni Kindo. Tout au long de cette semaine, vous nous avez fait vivre, vous et votre équipe, ce feuilleton une semaine à Garango et on vient de le voir. Un cas d'échec, mais vous l'avez dit dans le reportage, il y a toujours des candidats à l'immigration. Qu'est-ce qui peut justifier cela? C'est vrai, ça c'est un seul cas que vous avez, il y en a autant. Il y a beaucoup de cas d'échec, mais les gens ne tirent pas leçon, malheureusement. Il y a toujours des candidats à l'immigration. Alors sans doute, je peux dire que c'est peut-être l'exemple de quelques rares réussites, parce que quand un immigré revient et il a un peu d'argent, il construit, il se fait un mariage, vous l'avez suivi dans le reportage, ça excite les autres qui sont restés. Et nous n'avons pas également la même notion de réussite. Le monsieur est parti en Libye 2-3 ans, il dit qu'il a eu 100 000 francs. Alors pour lui, 100 000 francs, c'est une grosse somme et qu'il peut venir et peut-être faire un mariage et repartir. Donc vous voyez, tout cela, ça contribue en fait, les quelques rares cas de succès là, contribuent à toujours exciter les jeunes à vouloir tenter l'aventure. Et même les cas d'échec, il y en a qui ne tirent pas le son. Il y en a qui partent, ça ne marche pas, ils se disent que non. Alors là, c'est peut-être dans l'autre pays, ça n'a pas marché. Ils reviennent, et ils font un petit travail et ils changent de destination. Alors là, moi, je me pose la question. Si tu peux revenir et te trouver encore les moyens de repartir, autant rester chez soi. Et faire. Et surtout, Fousseni Kindo, ce n'est pas les initiatives pour contenir le problème qui ne manquent pas. L'OIM, par exemple, il y a 3 ans de cela, avait créé un projet dans l'Organisation internationale pour l'immigration. Ils avaient créé un projet et pour soutenir ces jeunes-là qui reviennent de l'exil, et des cas d'échec, comme on le dit. Parce que certains préfèrent rester là-bas et ne pas venir. Alors, pour la petite histoire, par exemple, il y en a qui estiment que c'est une honte. Parce que quand on veut partir, toute la famille se concerte, on se contribue et on t'envoie. Quand tu reviens, c'est comme une honte. Donc, quand tu reviens, c'est juste pour te préparer encore et repartir, tout en espérant que cette fois-ci soit la bonne. Et puis comme un cercle infernal. Bien sûr. Et revenant pour le cas de l'OIM, l'OIM avait créé un projet pour continuer ce problème, comme je l'avais dit un peu plus tôt. Et malheureusement, cela n'a pas marché à 3 ans de cela, parce que quand on a demandé les projets, tous les jeunes ont amené presque la même chose, l'embouche bovine. Et finalement, on se retrouve avec beaucoup qui avaient des animaux, mais pas de circuit pour pouvoir écouler. Alors, on peut dire que comme débouché, c'était seulement la fête de Tabaski. Donc, dans la première année, quand on a mené le pouvoir, il y a l'offre de dépasser la demande. Donc, ça a découragé des gens qui ont vite fait de vendre ces moutons et ces bœufs-là et repartir encore pour d'autres aventures. Oui, on l'a vu aussi, vous nous avez montré ces femmes seules, abandonnées parfois et qui vivent pratiquement le martyre. Excusez-moi de le dire, mais je me dis que les cas que vous venez de voir, celles-ci ont plus de chance. C'est celles qui ont la chance de pouvoir encore avoir le contact avec le mari et de recevoir le mari de temps en temps. Une fois tous les 10 ans ou 2 fois maximum pour celles qui ont la chance. Il y en a qui sont carrément abandonnés Fousseni Kindo à leur propre sort avec des enfants et pas de signe, pas d'appel, rien, tu te débrouilles. Pour la petite histoire Fousseni Kindo, il y a une qui a témoigné, on n'a pas pu faire passer ça parce qu'elle n'a pas voulu témoigner en face de la caméra. Elle dit que moi je suis là, j'ai 4 enfants. Le mari est parti.
il n'a même pas les moyens pour revenir. Et les compatriotes qui sont là-bas me disent que le monsieur n'a même pas les moyens pour revenir. Moi, je suis au courant. Mais je vais rester parce que le mariage est sacré. Peut-être qu'un de mes fils va réussir un jour et aller ramener son papa. Vous voyez à quel point tout à fait. On prépare même l'enfant à l'immigration. Tout à fait. C'est devenu... Oui, et vous avez passé quelques jours à Garango et environnant. Comment s'est passé un peu le tournage? Dans quelles conditions vous avez travaillé? Alors, presque les mêmes conditions que les autres régions, mais particulièrement pour Garango, on a été confronté à quelques difficultés. Les gens sont réfractaires. Beaucoup ne voulaient pas parler. On a eu du mal à réaliser certains sujets. On aurait voulu peut-être faire plus de sujets et faire des dossiers. Je ne sais pas. Beaucoup ont peur et beaucoup estiment qu'on doit leur payer afin qu'ils parlent. Comme le système des commerçants. Et il y en a qui disent que ils ont été à l'irrigation, donc ils ont eu goût de l'argent. Possible, Fousseni Kindo. Alors, revenons à la question. Il y a beaucoup qui estiment que quand nous venons pour les filmer, nous allons utiliser peut-être les images pour vendre. Donc, il faut monnayer l'interview. Il y a beaucoup de sujets que nous n'avons pas pu tourner parce qu'ils voulaient qu'on achète pour pouvoir tourner. Pour terminer, Amadine Lalsaga, vous avez travaillé avec un cadreur, vous avez travaillé avec des sondiers. Vous avez travaillé, c'est un chauffeur. C'était une équipe de 5 personnes. J'étais chef d'une équipe de 5 personnes. Gérard Sommet pour les images que vous avez suivies tout au long de la semaine. Suleiman Guiro, ingénieur son. Abdullah Yago, qui est un gourou-ici. Et c'était vraiment une bonne ambiance. Il s'est retrouvé dans son biotope. Finalement, et avec une bissa, Joël Yankine, ça nous a facilité pour la langue. Mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'au-delà des femmes que vous avez vues, il y a un problème que les services de l'action sociale s'occupent. C'est les cas d'abandon des grossesses extra-conjugales. En dehors de ces femmes mariées, il y en a qui reviennent et les filles tombent enceintes et ils repartent et plus de nouvelles. Donc pour l'année 2020, par exemple, au Sénikino, il y a au moins 16 cas que l'action sociale a recensé, les services de l'action sociale au niveau de Garango. Donc c'est un problème également qui est. Mais ce qui nous a marqué, Foussé-Nikino, lors de notre tournage, ce que je retiens, c'est la baisse de la production de l'arachide. Quand on dit Garango, c'est la cité de l'arachide. Et l'année 2020, c'est les chiffres sur le plan provincial, et on avait au moins 42 000 tonnes pour l'année 2020, et nous sommes à 36 700 pour cette année 2021. Donc, en gros, c'est ce qu'on a pu retenir pour Garango, une semaine d'immersion et de découverte. Merci à vous, Amadine Lassaga, avec votre magnifique collier fait à base d'arachide. Merci beaucoup pour toutes ces informations et à d'autres occasions, certainement pour d'autres semaines à l'intérieur, en immersion au Burkina. Merci beaucoup. Et pour la suite du journal, les RTB Région, outils de communication, de développement à la base, c'est sous ce thème que la 11e rentrée RTB a été décryptée par le professeur Lucien Bacho, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, qui a animé d'ailleurs une conférence à l'occasion. Le conférencier est revenu sur le rôle et la responsabilité, mais aussi l'importance des RTB déconcentrés dans les régions. Le résumé de la conférence avec Karim Ouedraogo. C'est le professeur Lucien Bacho, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, qui anime cette conférence publique dans la cité de Bangui. Une conférence publique qui porte sur les RTB régions, outils de communication et de développement à la base. Le thème de cette 11e rentrée RTB. Le processus de développement local dans lequel nous sommes, c'est qu'il faut qu'elles soient à l'écoute des populations à la base et que leur grille des programmes soit conçue en tenant compte des réalités effectives des localités et également qu'elles aillent vers les opérateurs. Et c'est ça que j'appelle une cartographie des potentialités économiques, touristiques et humaines de la localité et travailler à avoir des programmes adaptés, des tarifs adaptés pour ces publics-là. Venus de l'université Nazi Boni de Dédougou et des autres écoles de formation de la région, ces étudiants prennent part à cette conférence. Une occasion pour eux de lever le voile sur leurs inquiétudes et suspicions sur le rôle et l'importance des RTB régions. J'ai apprécié sa communication sur les RTB des régions parce que il respecte aujourd'hui les processus de la décentralisation qui doivent être suivis de la déconcentration. Donc on se rend compte que la RTB est déjà déconcentrée dans les régions et là c'est un point vraiment à féliciter beaucoup
Parce qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé a besoin de s'informer, avoir l'information en temps réel. Cette conférence publique s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités de la 11e rentrée RTB. Une rentrée RTB prévue se dérouler du 3 au 5 décembre dans la cité de Bangui. Et les activités de la 11e rentrée RTB également ont connu leur apothéose ce 5 décembre par une course cycliste féminine. Environ 100 cyclistes venus de la région du boucle du Mouhoun, une course qui a vu la victoire de Bertine Condé. Karim Ouedraogo pour les détails. Bertine Condé est la première à franchir la ligne d'arrivée. Elle a parcouru 10 km en 19 minutes 45 secondes pour s'offrir le premier prix de cette course cycliste féminine initiée par la RTB à l'occasion de cette 11e rentrée RTB. Je suis vraiment contente ce matin d'avoir reçu ce prix et j'ai pris le Seigneur que l'arrivée de la RTB de Ouagadougou puisse être un atout sur le plan social, économique et politique. Vous avez vu des femmes très combatives qui n'ont pas abandonné, qui ont cru en elles-mêmes. Et je fais une confidence, celle qui a remporté le premier prix au départ m'a dit, Madame, cette moto, c'est ma moto. Pour dire que dans la vie, il faut persévérer, il faut être positif. Comme elle, ce sont au total 95 coureuses qui ont pris part à cette compétition. Les deux premières coureuses reçoivent des mains des autorités, chacune une moto. Les 13 autres meilleures coureuses repartent avec des t-shirts et des enveloppes financières. C'était un défi et je pense que nous l'avons relevé et nous avons voulu clore les activités en apothéose par le cyclisme, par le sport, parce que le sport, vous savez très bien, c'est une activité qui draine du monde et nous avons voulu vraiment finir par une activité populaire. Et durant ces 72 heures, vous avez vu les activités qui se sont déroulées dans la ville de Ouagadougou et nous remercions la population qui est vraiment sorti et qui ont participé activement vraiment à toutes nos activités. Dans les années à venir, comme on avait dit déjà dans nos différentes réunions et rencontres, et le cap est maintenant l'ouverture de la télé Boucle du Mouhoun. Et nous pensons qu'avec les membres et vraiment les autorités, les fils vraiment de la région, nous pourrons atteindre cet objectif-là. Selon la directrice régionale de la RTB de Boucle du Mouhoun, cette activité sportive vise un rapprochement entre la population, surtout la gente féminine, et la RTB Radio de Dougou. Je le disais au cours de ce journal, le petit séminaire de Nassau, à quelques encablures de Bobo Dioulasso, fête ses 75 ans. Un séminaire créé par Monseigneur André Dupont pour la formation des serviteurs de l'Église catholique et bien d'autres. Pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, anciens pensionnaires, amis, parents et communautés chrétiennes se sont retrouvés à Nassau. Louanges, prières et adorations ont été les temps forts de ce jubilé d'Albâtre. Karim Sissé. Une procession pour magnifier et rendre grâce au Seigneur. Un acte qui donne le ton de la célébration des 75 années d'existence du petit séminaire de Nassau. Une structure créée par Monseigneur André Dupont en 1946. En 75 ans de vie, Jolie Nassau, comme on l'appelle affectueusement, a pris au service du Burkina Faso et d'autres pays de la sous-région, des évêques, des prêtres, et des cadres de l'administration publique et privée. Le séminaire donne des évêques, des prêtres, donne aussi des médecins, des professeurs d'université, des hauts cadres de l'armée, des magistrats, des assureurs, des banquiers, des opérateurs économiques. Donc il y en a dans tous les corps de métier. Une mention spéciale est faite aux anciens pensionnaires de ce séminaire, parmi lesquels l'archevêque émérite Monseigneur Anselme Titiama Sanon et le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiri. Le Premier ministre, comme le professeur Akotionga, sont des anciens gardiens de vue de l'équipe de cette maison. Et le Premier ministre, en bon musicien, est un ancien maître de chœur de cette maison. Ce séminaire d'Albâtre offre une aubaine aux coparrains pour donner quelques conseils aux présents pensionnaires du petit séminaire de Nassau. Ils ont la chance d'être dans cette pépinière des hommes valeureux. Il faut qu'ils en profitent et qu'ils travaillent sérieusement, qu'ils étudient sérieusement, parce que même s'ils ne deviennent pas prêtres, ils peuvent s'imposer au plan national. Monseigneur Paul Ouedraogo lance un vibrant appel à toute la communauté chrétienne
à une mobilisation totale pour préparer les premiers pas du centenaire à venir du petit séminaire de Nassau dans la ferveur, la sérénité et la foi. Dans l'actualité ce soir, la 16e édition du festival Ciné Droit Libre a débuté ce 4 décembre à Ouagadougou. Projection de films sur les droits humains et débats sont au programme de cette édition qui insiste sur l'avenir des enfants. Mounira Kéré. Mansoud, le film du réalisateur Emmanuel Baïdé Rotumbam, donne le clap de début de la 16e édition de Ciné Droit Libre. Et c'est parti pour une semaine de projection de films documentaires africains, de débats démocratiques et de prestations artistiques. Déjà le dimanche 5 décembre, nous vous donnons rendez-vous pour une comédie musicale, une pièce de haut niveau, faite par Smoké, avec la mise en scène de Serge Aimé Koulibaly. Ensuite, nous avons une soirée spéciale Boubacar Diallo le lundi 6 décembre, à l'Institut français ici même, et une spéciale Thierry Michel le 7 décembre, mardi 7 décembre, à l'Institut. Ça, c'est le programme à l'Institut. De grands noms de la musique sont à l'affiche de cette 16e édition. Alpha Blondy et Youssoufa sont attendus. Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale sénégalaise, salue ce festival qui offre un cadre d'expression à la culture, véritable réponse pour lutter contre l'obscurantisme. Il faut que Ciné Droit Libre arrête d'être un des secrets les mieux gardés d'Afrique. Il faut ouvrir, que les Africains sachent ce qui se passe ici, que c'est grandiose, c'est beau, et ça nous donne une très belle perspective sur le futur, le grand futur de l'Afrique. Ciné Droit Libre 2021 se déroule dans un contexte de Covid-19 et d'insécurité. À travers le thème « Quel futur pour nos enfants ?», le festival interroge parents, enseignants et décideurs sur l'avenir de l'enfant burkinabé. Hommage est rendu aux victimes des attaques terroristes, mais aussi aux défunts, le président ghanéen Jerry John Rawlings et l'animateur Amobi Mevege, deux personnalités qui ont porté très haut la culture africaine. Ce 4 décembre, la finale du concours Juslam pour la sécurité routière, 6 candidats aux prises et Gaston Kaboré, le vainqueur. Les objectifs du concours avec Oumou Sissé. Et savoure du sang coupable et non coupable. Quel contraste perplexe, la vie est injuste. La qualité de son texte, l'approche thématique et la maîtrise du rendu a séduit les membres du jury à la finale de cette compétition nationale Juslam pour la sécurité routière. Lui, c'est Gaston Kaboré, lauréat de cette première édition. Dans son slam, il dénonce les mauvais comportements, surtout l'excès de vitesse sur les routes. Il repart avec une moto, un bon de permis de conduire et un bon d'assurance. Lorsque je prends la route, lorsque je voyage, je vois beaucoup de choses. Trop d'accidents et les parents sont en deuil. Plusieurs personnes sont toujours en deuil à cause des accidents. Ça m'a motivé. Je voulais donner aussi ma touche pour sensibiliser la jeunesse et aussi les aider à prendre conscience. Sensibiliser afin de réduire de manière drastique les accidents sur nos routes. Le slam, parce que nous savons que c'est un genre musical facile d'accès et surtout très prisé par notre jeunesse actuellement. Donc nous avons pensé que notre jeunesse pouvait en réalité être un canal par lequel on pourrait passer pour toucher cette même jeunesse. Donc sensibiliser les jeunes par les jeunes. Au nombre de 6, ces finalistes invitent les populations, surtout de la frange jeune, à rompre avec les pratiques susceptibles de créer des accidents. Ils repartent chacun avec un bon de permis de conduire, un bon d'assurance et divers lots. Et en musique, Doudenji signe son retour avec un nouvel album, Le Retour du Brave, un opus de 15 titres chantés en français, anglais et en langue locale. Les thèmes abordés avec Amadou Marcelto. 11 ans après son dernier album, l'ex-membre du groupe Kleptogang Doudenji signe son retour sur la scène musicale burkinabé avec Le Retour du Brave. Dans ma démarche, je veux montrer aux gens que faut jamais abandonner. C'est-à-dire, personne ne pouvait penser même que j'allais revenir avec un album de 15 titres. C'est peu importe les soucis, peu importe les vicissitudes, peu importe ce qui vous arrive, toujours croire en vous, toujours travailler et puis chercher à aller de l'avant. Dans la vie, on m'a toujours dit, chaque problème a sa solution.
15 titres. Aussi rythmés les uns que les autres, l'artiste invite, entre autres, la jeunesse à un éveil des consciences pour une meilleure appropriation de la civilisation africaine. C'est ma vie, c'est mon ressenti, c'est mes émotions, c'est mes aspirations. Pas seulement les miennes, mais je pense aussi que beaucoup de gens se reconnaîtront dans l'album. Voilà. Chanté en français, en anglais, en djoula, lingala et en portugais, le retour du Brave, c'est une combinaison technique burkinabé, française et colombienne pour mieux répondre aux besoins du marché. Pour son grand retour, le Brave a collaboré avec 2 artistes burkinabés, Alif Naba et Emilio Le Chanceux. Et l'artiste Kinda Issa, connu sous le nom de Kindis, a fêté pour sa part ses 30 ans de carrière musicale. C'était ce 3 décembre à Ouagadougou. En 30 ans de carrière, 8 albums et 2 condés de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Le roi du Binon était sur scène pour le plaisir de ses mélomanes. Bienvenue Tansa. À son actif, 2 condés, obtenus en 2003 et en 2020 pour avoir porté haut le flambeau de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Kindis, ou le roi du Binon, totalise à ce jour 30 ans de carrière. L'événement est marqué d'une pierre blanche par ce concert dans la cour du CIAO, une occasion pour l'artiste de démontrer qu'il a encore du talent à revendre. Je dis merci à tous mes frères burkinabés qui ont vraiment fait l'effort pour venir soutenir l'artiste Kindis et soutenir la musique burkinabé. Ça va continuer parce que je suis prêt à aider les jeunes. Tu veux faire la musique, je suis aussi prêt pour encore sortir des albums. À ce concert, ils sont nombreux ces artistes venus apporter leur touche, dont Bass Bill, concepteur du Chihuahua. Quand je partais à Abidjan, j'étais toujours avec le Gou Inega. Il était le chanteur lead vocal de Gou Inega. Et moi, je suivais les répétitions. Et ce virus m'a piqué. Voilà, je suis dedans. À l'état civil, Issa Kinda, Kindis est auteur de 8 albums. C'est à l'âge de 19 ans que ce natif de la province du Sanguier fait ses premiers pas dans la musique. Et c'était autour des années 90, au bord de la lagune Ébrié. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui nous ont accompagnés tout au long de cette semaine. Merci à vous également pour votre attention. Très bonne reprise pour demain. Au revoir. Bientôt la fin d'année 2021. Les prix sont déjà en fête sur la RTB. Du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022, vivez la magie des fêtes avec votre partenaire média. Gagnez jusqu'à 30% de remise